Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Champion 2021. Nous allons vous révéler aujourd'hui les champions 2021, notre sélection. Je vais attendre quelques secondes, vérifier que tout le monde soit bien arrivé. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de son? Très bien, très bien. Parfait. Super, parfait. Donc, bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, on va vous révéler les champions 2021 du pôle systématique. Pour vous révéler les champions 2021, nous avons Jean-Luc Bella, président du pôle systématique, Fadoise Sub, vice-présidente systématique et aussi présidente du jury champion, qui vous présentera un petit peu comment la sélection a été faite et la composition du jury. Et nous avons aussi Alain Vernada, DG de Devriware, qui était champion systématique 2020, qui sera là pour répondre à quelques petites questions et nous parler de son expérience de champion 2020. Jean-Luc, je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup Salomé, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être connectés sur cette session champion du pôle. On sort juste d'une assemblée générale du pôle systématique où on a vu toute la vitalité de cet écosystème. En deux mots, en 2020, qui, même, malgré les conditions sanitaires pour le pôle ont été une très bonne année avec une croissance des membres, une croissance des activités, une audience démultipliée, donc une vitalité de l'écosystème qui est très forte et qui se caractérise par un moment clé aujourd'hui qui est, après avoir été dans la pépinière de systématique, les entreprises qui croissent très vite et nos champions du pôle, on y tient beaucoup et donc on est très heureux aujourd'hui de partager le cru 2021. Alors je vois plus mon slide, mais c'est pas grave. Donc voilà, les champions du pôle, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis de nombreuses années. On veut mettre en avant vraiment les entreprises qui ont une croissance importante, les aider à se développer. Parmi les anciens champions, il y en a qui sont devenus des licornes, il y en a qui sont rentrés en bourse, il y en a qui vont rentrer en bourse cette année. Et donc c'est vraiment on s'occupe de toutes les entreprises dans le pôle, mais on a beaucoup à cœur de développer les winners et de leur donner toutes les possibilités pour atteindre les sommets qu'ils méritent. Donc, cette session des champions du pôle est particulièrement importante et on va y retrouver, vous allez voir dans toute la session, la diversité du pôle en termes de domaines d'activité, de deep tech, de nouvelles industries et de nouveaux services. Donc, c'est vraiment un moment important. Slide suivant, très rapidement, pour rappeler, depuis 2011, c'est maintenant 61 champions qui collectivement ont levé près de 2 milliards d'euros depuis 2011. Sur les 4 licornes françaises, 2 sont des champions de systématique. Il y a eu des entrées en bourse, il y en a à venir, et il y a des membres de la French Tech. Et surtout, dans leur développement, ces entreprises se sont développées à l'international et sont présentes dans 35 pays. Il n'y a pas d'entreprise qui soit dans le succès dans les deep tech si on reste dans le marché domestique. Donc, il est vraiment important de se projeter et d'aller à l'international. Donc, je suis très heureux d'ouvrir cette session et de passer la main à mon ami Fadoua qui va vous en dire plus sur la session, la sélection et le processus. Fadoua, à toi. Eh bien, merci Jean-Luc. Bonjour à tout le monde. On est très content de vous revoir tous. Donc, merci en tout cas à Salomé, Karine, Joël, Isabelle, parce qu'il y a eu un très gros travail de l'équipe systématique pour la sélection et l'organisation du jury et de cette sélection de champions. Cette année, en fait, le jury était très équilibré. Il y a dans le jury plusieurs fonds d'investissement qui représentent aussi le spectre d'investissement. Il y a ACE Management qui est un acteur historique de l'investissement sur les sujets défense, sécurité, cybersécurité. Il y a les acteurs du venture, du capital risque et de la croissance comme Orange Venture et Crédit Mutuel. Il y a Entrepreneur Invest, un acteur du small cap, du capital développement et qui connaissent très bien aussi l'innovation,
A Plus Finance qui connaissent très bien l'innovation et qui sont devenus multigestion et multisecteur. Donc, c'était très varié. Il y a notre partenaire de toujours, Euronext, et Guillaume est là pour il frémit et guette les intros en bourse et est prêt à aider nos champions très vite sur leur sujet de cotation quand ça a du sens. Et il y a évidemment les entrepreneurs eux-mêmes. Il y a les anciens champions de l'année dernière qui ont participé au jury, Centréon, Everywhere et Oxand. Et il y a deux entreprises qu'on aime beaucoup parce qu'ils sont très actifs dans le pôle et représentent à la fois les Deep Tech Hub et leur sujet. Donc, c'est CDIT qui représente Jean-François Vincent, la partie optique hardware, et Alterway, Philippe Montargès, qui représente aussi l'open source. Et donc, il y a également nos partenaires de toujours du secteur bancaire, HSBC et Groupe Banque Populaire. Voilà pour le jury. Pour les critères, comme le disait Jean-Luc, les critères business sont partagés un peu avec tout le monde, c'est-à-dire on recherche un profil de croissance assez important. On peut démarrer même à 5 millions. Cette année, on s'est dit on peut démarrer à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires si les marges et la dynamique et l'attraction est là. Mais en dehors des sujets business, des sujets EBIT, résultats d'exploitation, gestion financière, on regarde évidemment la qualité de l'équipe, leur exposition à l'international, leur capacité managériale, mais on rajoute deux critères importants qui sont importants pour Systématique. C'est des critères écosystèmes globaux, la participation à l'écosystème, le côté inspirant, la participation avec les autres, et le côté leadership technologique sur les sujets dont on pense, nous, qui sont structurants pour le futur et pour toutes les chaînes de valeur en mutation. Donc voilà un petit peu sur les critères, le processus de sélection. Et donc je pense, Salomé, qu'on peut commencer à annoncer nos champions de cette année. Après, on a la petite interview d'Alain Vernada, qui était membre du jury cette année et qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour nous parler un petit peu de son expérience champion 2020. Bah, merci beaucoup Alain d'être là. Tu étais avec nous l'année dernière comme champion et tu as pu être révélé. On a eu du plaisir à échanger avec toi toute l'année sur tes sujets de croissance, de build-up. Alors, quel souvenir gardez-vous de ce titre-là en 2022? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et où en êtes-vous? Je vous ai posé toutes les questions, comme ça vous pouvez tranquillement répondre. Merci, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Parfaitement. On t'entend très bien là. Ok, super. Bon, bah, écoutez, je suis très heureux d'être un peu un des témoins cette année et d'aller à ma façon encourager nos candidats. Merci Fadwa pour cette introduction. Merci à tous. Alors, je vais essayer de répondre brièvement. Alors, quel souvenir personnellement j'en ai gardé? D'abord, j'en ai gardé le souvenir d'avoir bossé mon dossier parce que je crois qu'on ne réussit rien si on n'essaye pas de faire les choses bien. Donc, on a déjà essayé de donner toutes les informations, ce qui est aussi un peu un moment d'introspection intéressant. Ensuite, je me suis rappelé quand même qu'on avait vraiment envie et que c'est vrai que c'est un truc qui nous tenait à cœur. Et ça aussi, c'est un peu notre marque de fabrique. Je pense que le désir, l'envie, c'est des choses très importantes dans nos métiers. Je me rappelle beaucoup de la soutenance et de l'espèce de marathon que j'ai ressenti, pas de marathon d'ailleurs, de sprint, que j'ai ressenti quand j'ai dû en 15 minutes venir confronter devant vous tous les idées que je pouvais avoir et d'essayer de tout dire sans être trop long et en même temps de rien oublier et surtout cette volonté de convaincre. Et puis je suis sorti de cette réunion en me disant mais c'est mon premier pitch stratégique en 15 minutes chrono. Et finalement, c'était vraiment super. Donc j'ai encore ce moment-là, la salle à la Défense où on était à cette époque-là, puisqu'on était en présentiel, et ce petit pincement qu'on adore tous d'aller vraiment se confronter. Voilà. Donc c'est vraiment ça pour moi le souvenir principal de ces moments-là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de Everywhere? Alors, qu'est-ce qu'on va faire de Everywhere déjà depuis un an, et qu'est-ce que vous allez faire les années prochaines pour devenir on va faire plein de choses. Alors déjà ce titre, ça a été pour nous l'occasion aussi de challenger la vision. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important. On pose des idées, on pose des visions, on pose des trajectoires, mais on est tout le temps quand même dans le doute et dans l'idée de savoir est-ce que c'est vraiment… Voilà. Challenger ça par des pairs qui viennent de différents horizons, c'était vraiment très intéressant. Se présenter, être champion pendant une année, c'est de la visibilité, c'est beaucoup de fierté aussi. On a essayé de porter. Alors,
On l'a porté pendant cette année Covid avec les possibilités du Covid, mais on l'a porté quand même. Et c'est intéressant aussi d'être ce porte-drapeau. On est membre d'une communauté. On est membre d'une communauté d'entrepreneurs, enfin en tout cas je le conçois comme ça. Et c'est vrai que l'aide systématique pendant un an à nos côtés, par du contact, par du réseau, par de la visibilité, ben, ça a été très intéressant, au-delà de la reconnaissance en tant que telle du diplôme. Voilà. Sur ce qu'on va faire de Devreware, ben, on va faire de Devreware encore mieux que ce que c'est déjà, c'est-à-dire une super boîte. Ce que je peux dire, c'est que depuis un an, on est resté fidèle à notre stratégie de croissance. Donc, on a bouclé des résultats 2020 avec à peu près 15% de croissance. On est sur un trend pour faire pareil cette année. Donc, on est bien toujours, nous, dans cette idée vraiment d'être une boîte qui fait de la croissance. On avait un beau plan de croissance externe. C'était un des éléments qu'on avait beaucoup discuté pendant le jury. Et on a continué, nous, sur cette trajectoire à intégrer. Et on a sur la table, alors ça a été rendu un peu plus compliqué par le Covid, mais on a sur la table aujourd'hui des dossiers dont j'espère qu'ils sortiront avant la fin de l'année. Et puis, on a, je dirais, continué vraiment à structurer la société pour la préparer à l'étape d'après, qui est de passer à une autre échelle et probablement de faire dans les années à venir encore des mouvements sur nos capitaux, parce que la suite de la croissance va sûrement le décider. Ça a été aussi émaillé, je conclurai ainsi, par quelques succès commerciaux d'envergure sur lesquels on a largement communiqué, donc je ne vais pas y revenir, mais qui ont été très importants pour nous, parce qu'il y a les résultats globaux, mais on a besoin aussi de trophées, de victoires, de totems pour se dire, voilà, et c'est aussi bon pour nous, pour la boîte, pour les équipes qui travaillent au quotidien avec nous. Et on a eu aussi cette chance-là, pendant le Covid, de décrocher quand même quelques très très beaux marchés, qui confirment aussi ce qu'on avait pu voir ensemble sur la trajectoire stratégique. Donc c'est vraiment tous ces éléments-là qui se sont passés dans l'année et dont je vous remercie chaleureusement parce que très honnêtement, ça m'a beaucoup accompagné, beaucoup aidé pendant cette année qui par ailleurs a été très surprenante pour nous à plein d'égards. Voilà. Merci beaucoup Alain. Alors Salomé. Merci Alain, merci pour votre intervention et ça nous fait plaisir d'avoir des champions aussi impliqués dans le pôle aussi. C'est donc l'heure de la révélation de nos champions. Fadwa, je te laisse la parole pour révéler le premier champion 2021. Alors le premier champion 2021 est Adacor. Donc Adacor, on a été très impressionnés par leur positionnement sur le sujet des logiciels critiques, la qualité de l'équipe et leur souffle long. Ça fait quand même très longtemps que Adacor est sur le marché. Ils sont autofinancés, ils sont très pointus et ils ont des perspectives de développement très importantes. Donc on est ravis. On voit en Adacor un gros potentiel pour devenir un leader sur ce sujet où les Français sont très bons. Donc Cyril, comment vous pouvez nous présenter rapidement à tous les présents à Adacor? Bonjour à tous, merci Fadwa pour l'introduction. Donc si je peux résumer Adacor en une toute petite phrase, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on aide nos clients à construire, à valider et à maintenir leur logiciel critique. En fait, depuis 1994, donc presque 30 ans maintenant, nous offrons des outils de développement et de vérification logicielle tout en open source. On a toujours tout fait en open source et on continue à tout faire en open source autour du langage ADA et du langage C et C++. On a maintenant environ 120 collaborateurs qui sont répartis dans plus d'une demi-douzaine de pays, des deux côtés de l'Atlantique. Et nous avons des clients sur presque tous les continents, principalement dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale, du ferroviaire et de l'automobile, un petit peu aussi la banque et d'autres industries qui ont besoin qui considèrent que leurs investissements logiciels sont critiques. Nos outils ont été utilisés dans des centaines de projets critiques. Pour en nommer quelques-uns, je parlerai en particulier nos outils ont été utilisés massivement pour le développement du Boeing 787 et en ce moment pour le développement de la fusée Ariane 5. Il y a pas mal de lignes de métro et de trains modernes qui sont développées aussi avec nos technologies. Et plus récemment, NVIDIA a commencé à utiliser notre technologie Spark ADA pour assurer la défense en profondeur de leurs logiciels de très très bas niveau qui sont soumis à des attaques de sécurité permanentes et qui ont besoin du plus haut niveau de confiance dans la correctness de leur logiciel pour pouvoir avancer.
Nous avons des expertises dans le domaine de la compilation, dans le domaine du développement de logiciels embarqués, dans la certification logicielle, et aussi en particulier dans tout ce qui est méthode formelle d'analyse et de preuve de programme. Et nous avons fait notre premier pas dans le monde du modeling avec un générateur de code qualifié au plus haut niveau pour MathWorks Simulink. En gros, ça vous donne une petite aperçu de ce que c'est qu'Adacor aujourd'hui en termes de ce qu'il offre sur le marché. Merci Cyril. En fait, on pose la question à tout le monde parce qu'on n'est pas encore totalement sorti de cette crise qui n'a pas de précédent. Comment vous avez traversé cette crise? Qu'est-ce qui a été positif? Comment vous avez été résilient? Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce passage? Alors, je veux dire quand la crise est apparue, on a eu un tout petit peu peur, surtout quand on a commencé à voir l'effet que le confinement avait sur le voyage aérien, dans la mesure où l'industrie de l'aviation civile, c'est quand même une grosse partie de notre clientèle. Donc, on a eu un petit peu peur au départ, je dois vous avouer. Et puis, en fait, les faits ont montré que notre business model réagissait très bien à la crise. L'année 2020 a été plutôt très bonne pour Adacor. On a continué sur notre marge de progression, la marge de progression qu'on attendait, et on a même accéléré notre profitabilité, peut-être un peu grâce au fait grâce ou à cause du fait, je suis pas sûr que ce soit très positif, qu'on n'ait pas pu voyager du tout et donc pas pu organiser d'événements extérieurs. On a donc diminué pas mal nos dépenses de marketing et de voyage. Ça a eu l'effet d'augmenter notre profitabilité sur l'année 2020. Bon, mais la raison fondamentale pour laquelle on a bien résisté, je pense, c'est qu'on a un business model qui est basé sur les souscriptions annuelles renouvelables et que donc les projets avec lesquels on travaille, c'est des projets de long terme et qui ont sauté par-dessus la crise en fait. Même dans l'aviation civile, finalement, on n'a pas eu de recul significatif cette année. On espère que ça va continuer dans les années à venir. On ne sait jamais s'il ne va pas y avoir un effet retard. Quelles sont les ambitions pour les années à venir, Cyril? Comment vous voyez les développements dans les années futures? Parce que nous, on aimerait que tous les champions deviennent des leaders, voire des licornes dans les 4-5 ans à venir. Alors, on a clairement des ambitions importantes d'augmentation de notre chiffre d'affaires. Et pour ça, on va s'appuyer sur une nouvelle stratégie de vente. Aujourd'hui, on est un petit peu à vendre nos outils aux équipes de développement. On va changer de positionnement de vente pour s'attaquer à du entreprise selling sur les marchés qui sont les plus porteurs pour nous, qui sont en particulier le marché de la défense américain et de l'aérospatiale aux États-Unis, qui est un marché très, 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 très dynamique en ce moment et sur lequel on fait le plus de progression. On est en train aussi de mettre au point une offre assez ambitieuse qui va aider nos clients qui ont adopté le model-based system engineering dans leur transition de la partie système à la partie logicielle. On va les aider à s'assurer que cette transition se passe du mieux possible en leur donnant des outils qui vont leur garantir les transformations tout au cours du cycle de vie logicielle, qui leur garantira que les propriétés fondamentales qu'ils ont définies au niveau le plus haut du système sont respectées et garanties tout au long du développement jusqu'à l'implémentation finale. Donc on a un gros programme de recherche à ce niveau-là et on a en particulier commencé à développer des translateurs de SysML vers Simulink par exemple et toutes les preuves de conservation de propriétés qui vont permettre d'avoir ce genre de propriété. Et on développe de manière aussi très importante notre offre cybersécurité, puisque maintenant, en fait, quand les logiciels critiques qui ont besoin de safety ont tous besoin de sécurité maintenant, et donc on est en train d'améliorer notre offre de manière à prendre en compte tous les challenges de cybersécurité auxquels nos clients font face aujourd'hui. Et donc, ça sera le thème de notre séminaire en septembre. Merci beaucoup, bravo à Adacor. Vous pouvez compter sur nous, Cyril, parce que vous avez tous les ingrédients pour que c'est très costaud et ça peut aller très loin. Donc, on est à votre disposition et bravo à vous et à très bientôt. À très Merci bientôt, beaucoup. Cyril. Bravo à Adacor. Merci bien, merci énormément pour votre soutien. Merci Cyril. On a un petit problème de connexion avec notre deuxième champion. Donc, on va passer directement au troisième champion et je vais laisser la parole pour annoncer notre troisième champion. Alors, vous m'entendez bien. Le troisième champion 2021 est, en suspense, Imagine Optique.
Slide suivant. Est-ce qu'il se connecte? On va avoir Imagine Optique. Samuel Bucourt va arriver. Est-ce que Samuel est là? Alors, en attendant. Juste le temps de le faire monter sur scène. Donc, c'est Imagine Optique, comme vous le comprenez bien dans le titre, c'est une entreprise dans l'optique qui existe depuis plusieurs années, qui se développe rapidement. Samuel, est-ce qu'il nous a rejoint? Non, pas encore. Fadwa, est-ce que tu veux prendre la parole pour dire quelques mots sur ce qui a motivé le jury sur cette voilà, il est là, Samuel. Il est là, Samuel. On peut passer au slide suivant. Salut Samuel, tu nous entends? Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien, très bien. Samuel. Bien. Alors, donc moi, il se trouve que je connais assez bien Imagine Optique, mais moi, je suis pas dans le jury, hein, donc voilà, et je connais bien Samuel aussi, qui est très en dehors de l'implication dans Imagine Optique, qui est très impliqué dans l'écosystème optique en France. Donc peut-être pour ceux qui nous écoutent, Samuel, tu peux présenter rapidement ce que fait Imagine Optique. Oui, merci Jean-Luc. Ben, écoutez, merci déjà à Systématique et aux membres du jury d'avoir identifié et sélectionné Imagine Optique comme champion, bien sûr. Donc Imagine Optique, c'est une entreprise qui a 25 ans, qui est spécialisée dans la mesure de front d'onde. Alors, pour être plus précis sur ce que c'est que la mesure de front d'onde, c'est notre métier, notre savoir-faire, c'est être capable de très finement qualifier la qualité des faisceaux lumineux, de manière à pouvoir les produire, de manière à pouvoir les contrôler, les transporter, les mettre en œuvre pour satisfaire les besoins d'utilisateurs divers et variés. On est dans le domaine de la photonique explose un peu partout et elle est extrêmement diffusante. On la trouve vraiment dans tous les domaines, alors académiques, industriels, je parle pour notre cas, nous on est très impliqués dans le spatial, les applications spatiales, astro, semi-conducteurs, fabrication optique, la réalité virtuelle. Voilà, il y a vraiment énormément d'applications. Dans le médical également, c'est très très diffusant dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, on a essaimé une entreprise, une application, il y a quelques années, dans le domaine de l'imagerie de la rétine, très haute définition. On est capable de voir la rétine à une échelle cellulaire, donc une espèce de microscope live qui nous permet de regarder les microstructures dans l'œil, les photorécepteurs, les compter, voir éventuellement leur évolution si jamais ils sont soumis à une maladie et éventuellement voir aussi de manière très très précoce et très rapprochée des thérapies, l'effet de thérapie sur les maladies. Voilà, donc notre domaine c'est la métrologie optique et cette plateforme qu'on a développée à Imagine Optique, elle nous a permis différents types d'applications, j'en reparlerai peut-être un petit peu dans les perspectives futures, mais voilà, elle nous a permis un certain nombre d'applications, dont celle d'Imaginize qui est en pleine explosion en ce moment. Super Samuel. Alors toi tu as beaucoup d'expérience entrepreneuriale dans ce domaine-là. Comment tu t'es adapté en 2020 à la situation sanitaire, à la croissance de l'entreprise? Comment tu as fait pour passer l'année 2020? Ouais, je ne reviendrai pas sur les difficultés liées à la crise parce que bien sûr il a fallu gérer le télétravail, les inquiétudes des salariés. La projection sur le marché, c'est toujours un peu difficile. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, en fait, nous, ça a été, je vous dis comment on a ressenti 2020 a posteriori, maintenant qu'on a un peu de recul. Nous, on a vu ça comme un moment. C'était un moment avec un grand M, un moment pour regarder en arrière, évidemment, pour inspecter notre organisation, pour inspecter nos innovations, nos ambitions. Et donc, on a vraiment pris le temps de tout remettre à plat. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui nous a… Finalement, c'est ce genre de crise, c'est des opportunités… le mot crise peut être vu négativement et aussi positivement. Et nous, on l'a vraiment pris comme étant une opportunité pour redéfinir nos ambitions. Et d'ailleurs, si on est là aujourd'hui, c'est que quelque part, on a mis un coup d'accélérateur grâce à cette crise. Alors, d'un point de vue chiffre d'affaires, on a un peu perdu. On a un peu perdu en 2020. Par contre, on a un rebond très très fort en 2021. On attend par rapport à 2020 pratiquement plus 40%.
Magnifique. Alors justement, ce rebond, il est dans quel secteur? Comment tu vois l'entreprise se développer dans les 2-3 ans? Quelles sont les activités qui vont driver qui vont être au cœur du développement? Alors, comme je disais, Imagine Optique, vraiment, nous, on la voit comme une plateforme technologique avec des applications directement au cœur d'Imagine Optique, qui sont la métrologie optique et l'optique adaptative, donc le contrôle actif de faisceaux lumineux avec des applications dans les lasers de puissance, qui est déjà un marché très établi. Et donc, finalement, c'est dans la métrologie optique où, avec les innovations qu'on a pu mettre au point en 2020, on pense pouvoir révolutionner le marché, donc déjà adresser un marché qui est à peu près 20 fois supérieur à celui qu'on avait jusqu'à maintenant. Ça veut dire que notre base de travail va être multipliée par 20, grosso modo. Donc on espère pouvoir faire tendre aussi notre chiffre d'affaires sur cette activité-là vers un x20 dans les 3, 4, 5 prochaines années. Et donc c'est une base de travail plus importante. Pour Imaginize, on a également pu mettre au point un système vraiment qui va révolutionner le diagnostic ophtalmique. Pourquoi? Parce qu'on est capable de voir l'œil à grande échelle, comme c'est fait aujourd'hui par des techniques classiques qu'on appelle l'OCT, l'Optical Coherence Tomography, les SLO, bref, des techniques pour voir la rétine avec des assez grands champs. Et on est capable, avec l'optique adaptative, d'aller voir à la fois le grand champ, mais aussi le petit champ. Et c'est là où on voit, de manière très très précoce, les maladies se développer. Et c'est là où, au lieu de mettre 6 mois pour valider, 6 mois, 12 mois pour valider l'efficacité d'une molécule, on pourra ramener ça à quelques semaines ou 2-3 mois maximum. Voilà, on peut faire un gain de temps énorme sur la mise au point de thérapies grâce à cette technologie-là. Et on pense que les pharma vont être excessifs. On a déjà les premiers signaux, vont être très très sensibles à ça. C'est une bonne approche puisqu'effectivement, c'est dans le domaine du préventif que dans la santé, il y a les plus gros investissements et vous êtes parfaitement câblé pour réussir dans ce segment-là. Encore une fois, Samuel, bravo à toi et à tous tes collaborateurs et grand succès pour la suite. Merci. Je passe la main parce que le temps tourne, on a encore 3 champions. Alors, je sais pas, on reprend le 2, on continue au 4. C'est quoi, Salomé? On continue avec le 4e champion pour le moment. On a toujours un petit problème technique et je te laisse reprendre la parole pour le 4e champion. Donc, je continue. Alors, le 4e champion est une championne, comme disait, non, c'est pas. Donc, le 4e champion est Carnot. Alors, Carnot, là, on peut vraiment dire qu'on l'a connu dans la pépinière, tout petit. Et Carnot est une entreprise qui fait d'un côté du calcul, qui est très performant, tout ce qui est computing, et Quentin va nous expliquer tout ça. Et de l'autre côté, en fait, ce calcul, il est déporté dans des radiateurs, puisque quand on fait du calcul, voilà, on dégage de la chaleur. Et donc, il y a un modèle aussi pour aller chauffer soit des collectifs, soit des immeubles. Et donc, c'est ce double modèle à la fois de calcul avancé pour répondre à des problématiques de calcul très diverses, Quentin va nous expliquer ça, et ce modèle qui répond aux enjeux de transformation d'aujourd'hui et notamment liés au climat que Carnot adresse. Et on a vu cette structure grandir et être présent un peu partout. Donc on est très fiers de compter Carnot dans les champions du pôle. Donc Quentin, bravo. Alors redéfinis, repartage avec nous qu'est-ce qu'est Carnot et où vous en êtes, combien vous êtes, etc. Merci Jean-Luc pour l'introduction et merci à toute l'équipe et au jury de nous avoir sélectionnés. On est très fiers, nous, d'être sélectionnés. Carnot, c'est une entreprise qui maintenant a 10 ans. On est une entreprise basée à Montrouge et on est connu pour valoriser la chaleur fatale informatique pour chauffer des bâtiments. En réalité, on est plutôt une entreprise d'informatique pure. Moi, je suis un mauvais exemple en tant que porte-parole de l'entreprise, mais on a une armée d'informaticiens et d'ingénieurs ici, puisque notre métier, c'est de fournir de la puissance de calcul informatique haute performance et écologique. On se propose un peu en alternative des data centers qui sont indispensables pour tout ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui et toutes les entreprises qui sont membres du pôle, mais qui ont quelques travers, notamment sur le volet écologique. Alors, le but, c'est pas de les accabler, mais c'est de parler de la solution de Carnot qui est alternative au data center et qui propose de distribuer la puissance de calcul informatique directement dans les bâtiments qui pourraient avoir besoin de chaleur. Donc, on est un fournisseur de puissance de calcul
haute performance. On s'adresse à des domaines qui sont très variés. On a un petit historique avec la banque pour des simulations Monte-Carlo. On est aussi connu pour notre activité dans la 3D, dans les rendus 3D. Et de plus en plus, on commence à aller vers les secteurs médicaux. On a travaillé pour le Covid, pour l'Institut Imagine, pour l'intelligence artificielle, pour la dynamique des fluides, pour le machine learning. Donc, on a une expertise assez large due en partie à un labo de R&D chez nous qui est extrêmement actif et très performant et qui adapte la solution Carnot aux besoins de nos clients. Et puis, tu l'as dit Jean-Luc, de l'autre côté, on a, nous, une activité de revente de chaleur faite à l'informatique. Et donc, on installe des chaudières numériques, des radiateurs, le produit historique de Carnot, mais qui ne sera probablement pas le produit d'avenir, Jean-Luc. Probablement que la chaudière sera un peu plus performante, compétitive et durable. On installe donc des produits dans des bâtiments publics, dans des logements, dans des piscines, dans des réseaux de chaleur, partout là où la chaleur est attendue, disponible. Et de ce côté-là, évidemment, la puissance de l'eau chaude apportée est écologique aussi. Alors, si je dois résumer peut-être en 2 mots, un peu l'activité de Carnot, on vend de la puissance de calcul informatique d'un côté, on vend de la chaleur de l'autre. Je dirais qu'on est une sorte de solution d'économie circulaire numérique, puisque le déchet des uns, la chaleur dans l'informatique, devient la ressource précieuse des autres dans le bâtiment. Donc on a résolu un problème d'un côté et on en a résolu un autre de l'autre, sans forcément beaucoup plus de complexité que ce que je vous raconte. Alors je dis ça, les ingénieurs chez nous feraient peut-être un peu la tête si je dis pas. Non, en même temps, c'est vrai que la caractéristique de Carnot, c'est de développer des offres très orientées, spécifiques clients pour répondre à des complexités de calcul, je sais pas moi, de design, de circuit, etc. Donc, très adaptées, de manière à avoir une offre qui s'étend jour après jour et qui est performante. Donc, de ce point de vue-là, c'est magnifique. Et en même temps, je pense que tu peux commenter ce point-là, dans les perspectives de développement, les entreprises, quelles qu'elles soient, au travers de leur RSE, de leur impact, doivent communiquer sur l'impact climatique, elles doivent être intéressées finalement des deux côtés, en vous envoyant à la fois des calculs et puis des calculs qui sont propres, si je puis dire, pour eux dans leur compte de résultats. Comment ça se présente, cette opportunité réglementaire, enfin, etc., pour le développement de Carnot? Alors, 2 parties à cette réponse. La première, c'est ce que le jury a voulu comprendre de plus près, c'est le business model de Carnot qui est un peu singulier puisqu'on s'adresse à 2 types de clients bien différents. Donc, on a bien d'un côté des clients qui achètent de la puissance de calcul et là, on est avec des DSI, des responsables, par exemple dans les banques, dans l'IT des salles de marché, dans les labos de recherche, la même chose. Donc ça, c'est vraiment la première partie et le cœur de l'activité de Carnot. Et puis de l'autre, on a des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux, des entreprises qui ont besoin de chaleur. Donc l'activité est bien scindée en 2. Sur la question réglementaire ou bien la tendance de fond à réduire l'empreinte carbone, évidemment, Carnot est extrêmement bien positionné parce qu'on a construit le modèle Carnot autour de la réduction de l'empreinte carbone du modèle. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de rajouter des pansements sur une solution existante, on a pensé la solution initiale, je dirais green by design en bon français, et donc on a depuis le début voulu limiter cette empreinte. Les atouts pour travailler avec Carnot quand on parle du calcul, c'est d'avoir une offre qui est moins chère que la concurrence, et les concurrents sont des très gros, on parle d'Amazon Web Services, de Google, d'OVH, donc c'est avec eux qu'on est en compétition, mais on a évidemment cet avantage d'être vraiment très très performant et exemplaire sur le volet carbone. Les grandes entreprises sont aussi très friandes de solutions qui permettent de réduire leur empreinte carbone, donc nous on joue là-dessus, on a une quantification de notre empreinte qui est extrêmement précise, on a développé une méthodologie qu'on appelle Carbon Facts en interne et qui nous permet de se connaître précisément, en détail, l'empreinte carbone de chacun des calculs qui est effectué sur l'infrastructure Carnot. Et puis peut-être pour parler du contexte réglementaire, la pollution numérique est l'un des 2 sujets sur lesquels on travaille. On travaille sur la pollution numérique d'un côté et sur la transition énergétique des bâtiments de l'autre. La pollution numérique est devenue un sujet public depuis, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, alors que jusqu'ici, on se préoccupait très peu de l'impact environnemental du numérique. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale la semaine dernière à ce sujet. On a essayé d'être assez engagé sur ce sujet-là auprès des députés et puis auprès des sénateurs auparavant. Donc le sujet bouge. Évidemment, Carnot fait partie de ceux qu'on consulte, voire ceux qu'on écoute pour faire évoluer les modèles de numériques. Sans renier, ça j'insiste beaucoup sur la performance. Nous, on est d'abord une boîte très performante en termes de performance pure IT, en termes de sécurité,
en termes de résultats et en termes, tu le disais Jean-Luc, d'adaptation de notre solution aux besoins. Et je pense que c'est là aussi où Carnot se démarque. Bravo. Alors, il n'y a pas de pollution numérique, hein. Comme toute activité, le numérique consomme de l'énergie. Donc, ça, il n'y a pas une activité qui échappe à ça. Et par contre, il y a une optimisation de la consommation énergétique. Donc, je ne sais pas si on peut parler de pollution numérique. Mais en tout cas, Carnot a effectivement un bon plan de développement et une opportunité de grandir encore, d'autant que la moyenne d'âge de l'entreprise, ça doit être 16 ans et demi, je pense. Donc, voilà, elle est très jeune. Donc, bravo à vous et on va être avec vous pour vous accompagner encore dans votre croissance. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci Quentin. Je rends l'antenne à Salomé. Merci beaucoup Jean-Luc, merci Quentin. Je laisse la parole à Fadwa pour présenter notre Ecomondo. Le deuxième sera présenté après. On finit avec celui-là, on repassera au deuxième ensuite. Ok. Alors, le 5e champion, c'est un coup de cœur pour nous sur plein de sujets. C'est Tetris. Tetris, d'abord, nous a impressionnés par la puissance de la plateforme propriétaire XDR. Je ne sais pas si Elena est là. Oui, par la capacité d'exécution de l'équipe. Bonjour Elena. Bonjour. Vous nous bonjour entendez? Oui, très bien. En tout cas, nous sommes vraiment ravis de vous compter parmi nous et de vous compter parmi les champions systématiques. Et je disais que vous étiez aussi coup de cœur, au moins pour les fans du Bureau des légendes et pour les gens qui aiment bien le woman power. Donc, pour ces deux sujets, on vous considère coup de cœur. Mais au-delà de ça, on est très impressionné par la plateforme XDR, vraiment. Et puis par la capacité d'exécution, parce que vraiment, vous avez pris un profil d'exécution, de croissance, de financement qu'on aimerait voir chez plusieurs sociétés. Et vous vous attaquez au cyberespionnage. Donc, tout ce qu'on souhaite pour vous, c'est que les défis qui viennent, qui continuent, il faut que vous embauchiez beaucoup, il faut que vous continuez. Et il faut que tout le monde mette des espoirs sur vous pour être une licorne. Donc, on est ravis, on sera là pour vous épauler. Et donc, si vous voulez bien présenter rapidement à ceux qui ne vous connaissent pas déjà Tetris. Très bien. Écoutez, merci au pôle systématique en tous les cas et merci aux membres du jury et puis félicitations aussi à tous les champions. Effectivement, Tetris, c'est une entreprise de cybersécurité qui est actuellement en phase de scale-up. Tetris est né en 2010 par l'alliance justement d'un ingénieur, développeur, hacker éthique de renommée internationale et innovateur aussi, qui est Laurent Oudot, et moi qui suis une bâtisseuse. Et l'alliance des deux nous a permis justement de créer cette Tetris XDR plateforme pour lutter contre le cyberespionnage et le cybersabotage. Alors, cette XDR plateforme, effectivement, elle est extrêmement puissante puisque elle a des capteurs extrêmement intelligents avec une intelligence globale d'intelligence artificielle, du deep learning, du machine learning, etc. C'est une hyper-automatisation et qui est codée nativement et qui d'ailleurs est la seule à exister au monde. Et donc, ça a été remarqué aussi dans le cadre de nos contacts avec Gartner, puisqu'on suit effectivement l'évolution de tous nos concurrents qui, eux, rachètent des technos et qui essayent de mettre de la glu autour. Et ce qui fait de cette Tetris XDR plateforme extrêmement innovante, c'est qu'elle permet, grâce à ces capteurs intelligents, de neutraliser automatiquement les ransomware et sans action humaine. Et ça, c'est une force que nous avons à Tetris, puisque nous avons cette hyper-automatisation qui existe là maintenant depuis 2015. La XDR, elle existe depuis 2012, donc si bien on a 9 ans de R&D d'avance par rapport à nos concurrents. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort et qu'on doit conserver aussi. Et puis aussi, Tetris, nous sommes déployés dans plus d'une centaine de pays à l'heure d'aujourd'hui. Et le but, c'est de nous exporter bien plus à l'extérieur de nos frontières, bien sûr, et nous installons dans tous les secteurs d'activité. Parce qu'un Windows, pour nous, c'est un Windows, que ce soit
dans une industrie, un hôpital ou une mairie, peu importe, que ce soit du Linux ou du macOS. Voilà, Tetris, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes installés sur Pessac, mais on a aussi une antenne qui s'installe dans l'espace Pépite au campus cyber à La Défense à Paris. En 2023, nous avons prévu d'avoir un effectif au minimum de 400 personnes. Donc, ne pas hésiter à postuler pour ceux qui seraient intéressés. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes 150 et nous prévoyons d'être 170 à la fin de l'année. Voilà pour présenter Tetris. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Belle activité Elena. de recrutement, bravo. Et bravo. Et en fait, je pense que vous avez réalisé votre augmentation de capital qui vous permet de faire tout ça en pleine période de Covid. Donc, je pense que vous faites partie plutôt des sociétés que le COVID donne plutôt de la résilience. Et comment vous avez passé cette période-là, je pense que c'est plutôt positif. Voilà, c'est ça, exactement. Nous avons traversé cette crise positivement. Faire face à l'imprévisible, c'est notre devise. Donc, voilà, pendant cette crise, vous avez trois postures, en fait, pour faire face à une crise. Les plus connues sont les fragiles ou les résilients. Mais en réalité, il y a une troisième posture, moins classique, et c'est la nôtre. En effet, c'est ancré dans notre culture et dans nos valeurs à Tetris. Nous sommes des antifragiles. Cette crise nous a permis à nous de nous renforcer encore plus, de nous développer même encore mieux et surtout nous améliorer au fur et à mesure de toutes ces étapes. Et pour vous donner quelques exemples, nous avons créé des produits de cybersécurité pour nous-mêmes qui sont maintenant en vente sur notre catalogue, comme le DNS Firewall ou le Zero Trust Response, par exemple. Nous avons fait aussi notre levée de fonds record de 20 millions d'euros dans le domaine de la cybersécurité durant cette phase de Covid. Et nous avons recruté plus de 100 personnes en moins de 6 mois. Donc, une grosse absorption pour toutes les équipes pour justement construire ce Tetris leader mondial dans la cybersécurité et sur le territoire national. Donc, des exemples, on en a plein à Tetris, mais effectivement, ce côté antifragile, alors c'est peut-être dû aussi à notre expérience du passé avec Laurent, mais d'être confronté aux crises et d'être toujours dans un combat face à nos concurrents qui sont essentiellement américains, israéliens et russes et chinois aussi d'ailleurs. Elena, très rapidement, justement pour la suite, on est surtout là, tout l'écosystème, pour essayer de vous apporter du levier sur certaines actions. Quels sont les challenges? Je pense que le recrutement en est un. La partie IA, parce qu'il n'y a pas. Quels sont les challenges que vous voyez? Parce que la courbe est très forte et donc il faut bien prendre cette vague. Quels sont les 2-3 défis que vous voyez dans la suite et sur lesquels un peu l'écosystème peut vous apporter des réponses et vous aider? Oui, alors, de toute façon, le premier problème à l'heure d'aujourd'hui, mais ça, c'est pour toutes les boîtes d'IT, j'allais dire, c'est le manque de développeurs. Ça, c'est un problème, je ne sais pas comment on va pouvoir le résoudre en France, mais ça va bien au-delà des entreprises. Donc, je pense qu'il va falloir créer une attractivité très forte, que ce soit au niveau européen, justement, si on veut créer quelque chose. Parce qu'au niveau national, je pense qu'on peut y arriver, mais pas tout de suite, là, maintenant. Et il faut réussir là, maintenant. Donc voilà. Donc, il faut effectivement une vraie communauté solidaire pour justement arriver à réussir. Il faut aussi avoir un chiffre d'affaires qui corresponde bien aux attentes du business plan et normalement tout ça, voilà, en mettant tout ça ensemble, la mayonnaise va forcément prendre. Il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience au niveau national, au niveau des COMEX, au niveau des DSI, des RSSI, pour se dire, eh bien, je fais
je prends une solution souveraine parce que je veux aider aussi mon pays et arrêter d'être colonisé par du software étranger. Et voilà. Donc, je pense que toute cette aide, c'est une prise de conscience qui doit être faite. C'est pas seulement de le dire, c'est maintenant, il va falloir le faire, quoi. Bah, on vous rejoint totalement et le fait que les gens trouvent très bien que vous ayez levé 20 millions, c'est super, mais en réalité, vos comparables dans le monde lèvent 100 et 200. Donc, il ne faut pas qu'on se suffise de dire on est content parce que c'est rare, mais en réalité, pour pouvoir être attractif, installer tout ce que vous voulez faire, donc il faudrait effectivement le faire savoir et pour que vous gardiez cette traction. En tout cas, bravo et merci beaucoup et à bientôt, Elena. Et on sera là pour les prochains tours de table pour Elena parce qu'il y a un potentiel de croissance supérieur. Bravo encore. Oui, 20 millions, c'est pas grand-chose. Hein. Non. Si notre ambition, comme on le souhaite, c'est d'être la première licorne en cybersécurité. Donc, c'est sûr que 20 millions d'euros, ça va pas suffire. Merci beaucoup, Salomé. Tu reprends la main. Alors, est-ce qu'on a retrouvé notre deuxième champion? On a eu un peu de suspense et on a retrouvé notre deuxième champion. Et du coup, je vais repasser la main de nouveau à Fadwa pour annoncer notre deuxième champion après ce suspense. Eh bien, notre deuxième champion, comme on était par ordre alphabétique et Ecomundo, on a beaucoup aimé, surtout leur maîtrise de réglementation très, très complexe, le fait qu'ils aient un impact safety, des choses qui nous concernent tous, sur la safety chimique, biologique, etc. Les magnifiques références à l'international et surtout, c'est une boîte qui fait de très, très belles marges et qui croît très vite. Donc, merci à Pierre. Est-ce que vous nous entendez bien, Pierre? Oui, on vous entend, mais… C'est Jean-Raphaël. Oui, en fait, nous sommes ensemble. Vous nous entendez? Oui, on vous entend, vous pouvez parler. D'accord. Eh bien, à vous de présenter rapidement à ceux qui ne vous connaissent pas Ecomundo. Oui, alors, tout d'abord, je veux remercier le pôle systématique pour nous avoir élus champions. C'est très, très important, en fait, pour les équipes ici avec qui on a partagé un petit peu la nouvelle, disons, discrètement. Alors, disons, c'est quoi Ecomundo? Donc, nous sommes des experts mondiaux des réglementations sur la santé humaine et l'environnement. En fait, c'est au travers des substances chimiques qui portent les dangers lorsqu'on les utilise, soit dans des matériaux, soit au sein des entreprises lorsqu'on fait du manufacturing. Et en fait, c'est une question qui est très technique, très scientifique, qui fait que on peut arriver en maîtrisant le risque chimique à maîtriser complètement en fait cette partie danger. En fait, c'est un enjeu qui est majeur pour les manufacturiers et l'Europe en fait sur la protection de la santé humaine et de l'environnement et le laboratoire mondial, c'est-à-dire toutes les grandes réglementations en fait qui visent à protéger l'humain ou l'environnement démarrent en Europe. C'est le cas de REACH par exemple. Et donc on va retrouver cette réglementation bien en Chine avec le China REACH, en Corée, etc. On va la retrouver aussi d'une certaine façon et c'est en train d'évoluer à nouveau aux États-Unis dans le sens de la protection. Alors, évidemment, comme l'Europe est à l'origine de ça, on se dit qu'il n'y a aucune raison que ce soit des logiciels, en fait, des softwares qui viennent notamment, par exemple, qui viennent notamment des États-Unis, qui représentent en fait les véritables challenges sur le marché. Donc, nous avons développé deux grandes plateformes. Une plateforme SaaS Rich Factory, une autre plateforme cosmétique, j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure, en fait, qui vise à manager, à gérer tous ces impacts en fait sur la chimie. Voilà, et c'est très important, par exemple, pour les entreprises qui, aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des clients qui nous demandent
au titre de ce que nous fabriquons, au titre de ce que nous approvisionnons dans l'entreprise, est-ce qu'on ne va pas se retrouver confronté à des problèmes réglementaires en fait qui font que certaines substances vont être bannies du marché et donc il va falloir revoir tous nos processus industriels. Donc, nous répondons à ces questions-là. Donc, avec un ensemble de 2 expertises, on est considéré comme une des boîtes les très expertes au niveau mondial dans ces domaines-là. Et on peut vous partager une information. Normalement, on ne peut pas partager beaucoup en public, mais on a été identifié et appelé par l'IAEG, qui est le consortium de l'ensemble des industries aérospace mondiales, donc qui est dirigé par Boeing. Et donc, au sein de cette IAEG, en fait, qui regroupe aussi bien les constructeurs que la supply chain, hein, les équipementiers, en fait, il y a différents groupes de travail et il y a en particulier un groupe de travail sur la chimie, en fait, sur les substances qui sont utilisées dans l'industrie aéronautique et aérospace. Et donc, on est 3 entreprises. Il y a 2 entreprises américaines qui ont été sélectionnées et Ecomundo, en fait, pour fournir en fait des prestations dans ce domaine-là à l'ensemble des adhérents de l'IAEG, qui recouvre vraiment l'ensemble de l'industrie mondiale, quoi. On a un deuxième, on a aussi, vous savez que la cosmétique est un point quand même très très important disons en France et en particulier. Et donc on a depuis 5 ans en fait on a développé une plateforme qui s'appelle Cosmetic Factory qui gère en fait la totalité en fait de la fabrication d'un produit à partir de l'idée. En passant par la formulation jusqu'à la mise en marché mondiale. En fait, donc c'est un PLM dédié en fait à la gestion de l'ensemble des données cosmétiques pour créer un produit pour aller sur le marché. Et là-dessus, nous travaillons beaucoup avec un autre pôle de compétitivité hein, qui est le Cosmetic Valley, dont je vais devenir administrateur en fait à la fin du mois. Et donc c'est là aussi, on a une ambition qui est très très forte. On est dans un momentum au niveau de l'ensemble de l'industrie cosmétique mondiale qui est en train de revisiter complètement justement son système de fabrication, de mise en marché, parce que les produits sont de plus en plus courts en termes de mise en marché, d'exploitation sur le marché. Et donc, il faut accélérer en fait toute la création, la mise en marché, et qui elle-même devient très, très complexe en fait au niveau des réglementations. Jean-Raphaël, vous m'entendez? Oui, oui, oui. C'est juste pour vous dire qu'en fait, vous allez avoir le temps pendant le webinaire dédié totalement à vous pour rentrer dans les détails. Là, on est vraiment ravis que vous soyez là, que vous puissiez vous connecter. Et donc, c'était plutôt une présentation rapide. Là, on aimerait plus que vous nous disiez, surtout que vous êtes très, très présent à l'international, cette période Covid, est-ce que ça a posé des problèmes dans vos développements? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été marquantes pendant cette période? Si vous pouviez nous dire, mais rapidement. Et avant de nous dire aussi vos ambitions sur les 2-3 années qui viennent. Alors, le Covid, comme pour toutes les entreprises, ça a été quelque chose d'un peu compliqué. Nous, ça a eu, le premier impact que ça a eu, c'est que, en fait, on avait 2 très, très gros contrats qui étaient en cours, dont un était finalisé, qui a été remis, qui a été arrêté. Donc, on a constaté que sur les très gros contrats, en fait, beaucoup de choses se sont arrêtées. Par contre, on a pu continuer sur des contrats plus modestes, ce qui fait que quand même, en 2020, on a fait plus de 20% de croissance. Donc, on s'en est très, très bien tiré. Et surtout, on a continué à développer l'international en Corée, en Inde aujourd'hui où on est en train d'ouvrir une filiale. On a préparé, et donc ça va se concrétiser sur l'ouverture d'une filiale en Chine. Donc en fait, on est sorti relativement indemne de cette période-là parce qu'on a diversifié notre offre
et on a diversifié, en fait, on est sur 40 pays, on a diversifié, en fait, à l'international pour subir d'une façon moins violente, en fait, les problématiques du Covid. Alors, on a eu aussi une problématique qui est propre à Ecomundo, qui était particulière, c'est que on a doublé nos surfaces, en fait, de locaux. La décision a été prise en mars, début mars, et puis vers le 15 mars, malheureusement, on nous dit bah faut tous rester chez vous. Et donc du coup, ça m'a un petit peu énervé concrètement. Et donc j'avais décidé d'investir en réfection de nos locaux 200 000 euros. On a investi près de 800 000 euros. On a fait des locaux superbes. Et je me suis dit, de toute façon, on va avoir besoin de ça pour faire revenir les gens. Nous, on est tout près, on est à Issy-les-Moulineaux, on est tout près de Paris. On a beaucoup de personnes relativement jeunes qui vivent dans Paris, dans des endroits assez exigus. Et donc, je me suis dit, il faut absolument qu'ils aient un espace très sympathique, en fait, pour venir travailler. On a une grande terrasse dans laquelle ils font des fêtes auxquelles je ne suis pas censé être au courant. Mais voilà, donc on a fait en sorte qu'il y ait un véritable enjeu, attrait, bonheur de venir travailler à Ecomundo. Bon, bah, vous allez nous inviter sur votre terrasse, Jean-Raphaël. On viendra. Bravo, merci beaucoup. Bravo, et à très bientôt. Et peut-être quelques informations, Fadwa, pour conclure sur les dates. Voilà, donc on est Salomé. Oui, totalement sur la semaine des champions. Fadwa, je te laisse reprendre la parole. Tu peux afficher peut-être les slides, Salomé. Ça arrive. À échanger avec les champions. Comme vous pouvez vraiment le voir, ce ne sont pas des purs players du digital à la Doctolib. Ce sont toutes des sociétés qui sont pour nous très systématiques parce qu'ils croisent des enjeux transversaux importants. Il y a beaucoup de R&D, il y a des challenges de recrutement, il y a des challenges au niveau du financement, mais il y a quand même quelque chose que nous, on a trouvé très fort. La plupart des champions n'ont même pas eu des levées de venture, à part Tetris, et ce n'est pas suffisant. Donc, pour nous, c'est plutôt très positif. Ça veut dire qu'il y a un très fort potentiel chez tous ces champions pour devenir des scale-up costauds. Ce n'est pas juste des scale-up du pure play digital, et parce qu'il y a les sujets de l'industrie, du hardware, de la cybersécurité, des réglementations complexes, des systèmes critiques, donc des sujets vraiment importants qui peuvent transformer la France. Et qu'Arnaud aussi, comme tu disais, Jean-Luc, croise à la fois le calcul, mais travailler avec des collectivités territoriales, c'est pas simple. Donc les go-to-market pour tous nos champions sont compliqués. Le fait qu'ils sont arrivés à ça, ça montre qu'ils peuvent arriver à beaucoup plus loin. Et nous, ça nous ravit dans l'écosystème. Et donc, pour que vous puissiez profiter profondément et prenant le temps d'échanger avec eux, de discuter, nous organisons la semaine des champions en septembre avec un webinar chaque jour du 20 au 24 septembre, un webinar champion par jour. Donc, les dates sont déjà là et vont vous être communiquées. Nos champions ont déjà choisi des sujets justement importants et structurants. Tetris va parler de l'hyper-automatisation pour la cybersécurité augmentée. Carnot va surtout regarder comment ça se passe au niveau du cloud. Comme a dit Quentin, il fait face à des OVH, des Azure, donc il faut voir où sont les points de levier pour qu'il trouve sa place dans les clouds territoriaux. Adacor va aller un peu plus loin sur la partie système critique de la sécurité logicielle et va parler avec vous un peu sur toute la partie langage, analyse. Imagine Optique, où nous, c'est un coup de cœur aussi parce que c'est passionnant ce qu'il y a en démonstration dans le préventif médical. Ils vont vraiment parler de la partie métrologie optique et optique adaptative. Et nous, on veut les revoir parce qu'il y a un potentiel pour qu'ils se financent fortement. Et puis Ecomundo, qui a été le dernier à parler, va pouvoir vous parler encore plus longtemps de la partie digitalisation, de la partie gestion de risques chimiques, environnementaux. Donc voilà, on vous dit bravo. Et ça doit surtout vous servir à échanger avec tous ceux qui sont présents et tous les membres des pôles pour que ça soit autant de points de levier et d'accélérateurs pour votre feuille de route des années à venir. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui souhaitent d'ores et déjà vous voir. Voilà. Donc, juste pour remercier
de façon importante, dire qu'est-ce que ça vous apporte le label en dehors de ça, d'être champion, c'est que le pôle va faire avec vous un travail sur mesure sur tous les sujets dont on a parlé. Et surtout, on a des partenaires qu'on remercie beaucoup qui se positionnent d'ores et déjà pour échanger avec vous sur les sujets de financement et le sujet de coaching de dirigeants. Donc, on remercie très fort HSBC, Groupe Banque Populaire, Euronext. Je sais que Guillaume est là et s'il pouvait introduire toutes ces boîtes en bourse, il serait très content. Et nos partenaires de Visconti Partners qui vont vous accompagner sur la partie coaching de dirigeant à dirigeant et sur les enjeux de recrutement, de gouvernance, de board. Donc, bravo à tous. Merci à tous et puis à très bientôt. On a envie de vous voir en présentiel et c'est en train d'être organisé. Vous le saurez très vite. Et n'oubliez pas que vous serez sur scène à la convention de Systématique le 8 septembre. Jean-Luc, Alors, les champions seront le sur mot de la scène. fin. Voilà, non, les champions seront sur scène. On aura la convention donc le 8 septembre, en ligne pour beaucoup, en présentiel pour ceux qui participent. Voilà, mais ce sera encore une nouvelle mise en lumière des champions du pôle. Et comme l'a dit Fadwa, la semaine des champions du 20 au 24 septembre, c'est parfait. Donc, ça conclut notre session sur les champions du pôle. Encore une fois, grand bravo aux 5 lauréats qui s'additionnent à la liste des plus de 60 champions du pôle de systématique. Fadwa a bien souligné le caractère très représentatif de la session de cette année en termes de deep tech et le potentiel important. C'est vrai qu'il y a un enjeu de capital développement en France et en Europe au sens large et il faut vraiment focaliser nos efforts sur les entreprises qui ont le plus gros potentiel. En tout cas, merci. On était très nombreux à suivre cette session. Merci à Catherine et son équipe, à Salomé qui ont organisé cette session des champions du pôle, à Fadwa et au jury des champions du pôle, bien sûr. Et bravo et puis bonne journée à tous. Bonne suite. Merci. Merci à tous. Bientôt. Merci à tous et à très bientôt. Très bonne journée. Bravo, merci à tous. Merci Alain. Encore bravo à nos champions. Bravo Salomé. Merci à tous. Bonne journée. Merci Fadwa.